J'aimerais savoir comment nous sommes passés de «c'est quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer» à «intelligence non humaine». Ces objets planent au-dessus de la surface de l'océan et montrent une capacité à se déplacer entre l'air et l'eau. Les pannes pourraient se trouver sous l'eau. Parmi les éléments les plus convaincants figure la vidéo de l'USS Omaha au large du sud de la Californie en 2019. Il n'y a ni surface de contrôle de vol, ni échappement, ni propulsion apparente. La communauté scientifique traditionnelle ne veut pas toucher au sujet des pannes, même avec une perche de 3 mètres, mais nous voyons des pannes partout, dans tous les domaines. La vraie nature du phénomène pourrait être terrifiante, car nous ne contrôlons rien. Le contre-amiral Timothy Gallaudet a servi 32 ans dans la marine américaine et fut parmi les premiers à recevoir des rapports de marins et pilotes sur les pannes. Il révèle comment certains des plus grands secrets de l'univers et de nos océans sont cachés même au président des États-Unis. Stargate, c'était un programme gouvernemental autorisé visant essentiellement à utiliser la perception extrasensorielle ou la télépathie pour mener des opérations de renseignement américains, et il a réussi au-delà des attentes statistiques. La science a simplement peur de reconnaître le fait que nous ne sommes peut-être pas seuls dans l'univers. J'ai vu les vidéos de panne qui ont été classifiées pendant un certain temps en tant qu'amiral une étoile et l'intelligence non humaine qui, selon nous, contrôle ces objets. Ils ne se montrent pas juste sur la pelouse de la Maison-Blanche. Leur but est de rester insaisissables et c'est le meilleur endroit pour cela. Bonjour, je suis Maïm Bialik Et je suis Jonathan Cohen. et bienvenue dans notre décryptage. Et si le plus grand secret de l'histoire de l'humanité ne se trouvait pas dans le ciel, mais était caché sous la surface de l'océan? Il y a un mystère grandissant et les navires de la marine continuent de signaler des objets au-dessus et sous la surface de l'océan. Aujourd'hui, nous parlons avec l'amiral Timothy Gallaudet, l'un des premiers à avoir vu les images vidéo Go Fast, montrant des pannes planant au-dessus de l'océan qui ont mystérieusement été supprimées de son ordinateur le lendemain de leur réception. Il va nous parler de la façon dont certains des plus grands secrets de l'univers pourraient être cachés au président des États-Unis. Timothy va expliquer comment les images qu'il a pu voir de ses propres yeux ne peuvent pas être expliquées par une technologie secrète développée par les États-Unis. Cela ne peut pas être expliqué par une technologie adverse, car il affirme que les États-Unis possèdent certaines des technologies et des systèmes de détection les plus sophistiqués au monde. La seule explication, c'est que cela provient d'une forme d'intelligence que nous ne comprenons pas encore. L'amiral Tim a servi pendant 32 ans en tant qu'océanographe en service actif. Il prend maintenant la tête de l'administration nationale océanique et atmosphérique. Et il a également été sous-secrétaire au commerce pendant la première administration Trump, mais il travaille actuellement pour enfin obtenir des réponses. Il pense que la vérité est ailleurs et qu'il fait partie de ceux capables d'utiliser les preuves, recherches et informations collectées pendant des décennies pour pousser le gouvernement à la révéler une fois pour toutes. Nous avons la chance de parler à Tim en ce jour très spécial, le jour même de la sortie de son nouveau livre, Tenir bon dans la tempête. C'est un livre incroyable qui explore tout le parcours d'un océanographe gouvernemental travaillant dans la marine, tout en vivant certains des plus grands bouleversements dans notre compréhension des pannes. Le livre sort aujourd'hui. Quel plaisir d'accueillir le contre-amiral Timothy Gallaudet dans l'émission. Expliquez-nous tout. Heureux d'être ici. Merci de m'accueillir. Je vous connais évidemment pour vous avoir vu dans bien des contextes, que ce soit lors de témoignages ou dans l'émission L'ère de la révélation. C'est vraiment un honneur de pouvoir parler avec vous. Vous savez, c'est gentil de votre part de le dire. Nous faisons tous partie d'un groupe de personnes, dont beaucoup ont été présentées dans votre émission, qui essaient simplement de chercher la vérité. Là où nous aimerions commencer avec vous, et évidemment votre livre sort aujourd'hui, Tenir bon par gros temps. Je suis très enthousiaste de pouvoir vous parler le jour de la sortie de votre livre. Expliquez-nous qui vous êtes et ce que vous avez vu. J'ai consacré toute ma carrière à l'océanographie et j'ai commencé enfant en Californie du Sud, près de l'endroit où vous êtes maintenant, à nager, surfer, aimer l'océan, puis à vouloir faire carrière dans son étude et son exploration. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai découvert l'Institut d'océanographie Scripps à La Jolla en Californie quand j'étais jeune. J'ai compris que je voulais vraiment y aller et obtenir un doctorat. Je suis allé à l'Académie navale des États-Unis pour ça. J'ai obtenu une bourse d'études supérieures après,
puis j'ai servi pendant 32 ans à faire ce travail, à étudier l'océan et à mettre ces connaissances au service de la sécurité nationale. Et donc, c'est ma carrière. Mais cela m'a aussi mené vers ce sujet vraiment intéressant des pannes et ovnis, parce que l'un de mes postes était d'être le directeur de l'Observatoire naval. Donc, nous étions les principaux océanographes de la marine. Nous étions aussi responsables de choses comme l'astronomie et toutes les sciences géophysiques. Donc, ce poste à l'Observatoire naval où le vice-président a une résidence a une véritable mission qui consiste à cataloguer les étoiles et à enregistrer leur position et leur luminosité, parce que l'univers est en expansion. Et vous savez, il faut se demander si le GPS vous dit où vous êtes, comment les satellites GPS savent-ils où ils sont, et ils se réfèrent tous aux positions d'étoiles très lointaines. Cela s'appelle le système de référence céleste. Ce travail m'a fait réaliser l'immensité de l'univers. Comme Avi Loeb à Harvard, j'ai compris l'astrophysique et je me suis dit que l'univers est trop vaste pour croire que nous sommes la seule vie intelligente. Plus tard, j'ai une histoire sur le fait d'avoir vu des vidéos de panne autrefois classifiées lorsque j'étais amiral à une étoile, et cela m'a convaincu de la réalité de leur nature. Voilà en résumé mon parcours d'océanographe et comment je suis arrivé au sujet des pins et ovnis. On dirait que vous aviez un intérêt pour cela. Beaucoup de personnes ont votre formation, votre expertise et ne s'intéressent pas à ce sujet. Mais je me demande si vous pouvez distinguer pour nous votre intérêt personnel de certaines des choses que vous avez vues qui ne pouvaient pas être niées, peu importe votre système de croyance. Eh bien, c'est vraiment intéressant. J'aime le fait que vous abordiez ce sujet et que toute votre émission fasse cela. Donc oui, la communauté scientifique traditionnelle et en tant qu'océanographe, cela inclut la communauté des sciences marines et océaniques. Ils ne veulent pas toucher au sujet des pennes, même avec des pincettes, mais ils sont dans l'océan. Je pourrais vous raconter des histoires et discuter davantage des sous-mariniers et vétérans venus me parler de leurs observations. Et bien sûr, vous avez reçu Ryan Graves en dernier, et là, on voit des pannes partout, dans tous les domaines. Et oui, j'ai soulevé ce sujet auprès de la communauté scientifique océanique nationale américaine, et ils sont très réticents à prendre des risques. Et Avi Loeb, qui est maintenant le président du nouveau Conseil consultatif scientifique américain sur les pannes, il aborde ce sujet depuis un moment, affirmant que la science traditionnelle craint de prendre des risques et même reconnaître le fait que nous ne sommes peut-être pas seuls dans l'univers et chercher des anomalies dans les données. Et c'est pareil pour la communauté scientifique océanique, mais j'essaye de sortir du cadre. Je pense que nous devons le faire parce que je sais que nous avons des navires de la marine qui observent ces objets et phénomènes dans l'océan. Et c'est ce qui doit arriver. Donc voilà, et tu sais, c'est le contexte comme tu me l'as demandé. Crois-moi, la science traditionnelle a du mal à s'y faire. Mais ce nouveau conseil consultatif scientifique est un énorme changement de paradigme à ce niveau-là. Tu as littéralement été côte à côte avec Lou Elizondo, n'est-ce pas? On lui a parlé et tu sais, on a beaucoup de respect et de fascination pour le monde dans lequel il évolue. Quand j'ai lu son livre, c'était un peu la première fois que j'ai vraiment réfléchi à ce qui se passe avec les masses d'eau et les pannes, à ce qui se passe là où ces choses monnacieuses sont observées. Peux-tu offrir une visite guidée pour les non-initiés des lieux concernés? Le ciel et l'océan, qui, tu sais, sans vouloir être biblique, représentent les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et la façon dont ces deux éléments se combinent pour créer, tu sais, ce monde de phénomènes anormaux non identifiés. C'est parfait. Oui, je peux absolument faire ça. Et c'est vraiment mon rôle. J'ai abordé cela avec l'esprit ouvert, en sachant qu'il y avait une possibilité que ces phénomènes soient réels. Et j'ai appris qu'ils l'étaient définitivement. Et en appliquant mon expérience en tant qu'océanographe depuis plusieurs décennies pour voir ce que je pouvais apporter. Et l'aspect intéressant de tout cela, c'est que, bien sûr, les pannes, les ovnis sont omniprésents dans l'atmosphère et dans l'espace. Et on peut consulter la littérature, on peut consulter le livre de Lou. Vous pouvez consulter, espérons-le, le prochain livre de Jay Stratton, le directeur de le groupe de travail sur les pannes, mon ami et collègue au Pentagone pendant un certain temps. Cela va être très révélateur et j'ai hâte que cela sorte pour vraiment comprendre la réalité du phénomène. Et puis, mais l'aspect vraiment intéressant de tout cela, c'est que les océans sont tellement inexplorés.
et j'ai dirigé l'agence océanique principale des États-Unis, la National Oceanic and Atmospheric Administration, et j'étais l'océanographe en chef de la marine. Et j'étais chargé de cartographier le plancher océanique et les fonds marins, ainsi que de surveiller le volume des océans pour la marine américaine afin de nous permettre de mieux connaître l'océan que nos adversaires et de nous donner un avantage pour contrer les sous-marins russes et chinois et tout cela. Je veux dire, j'ai appris que nous n'avons même pas cartographié à peine 27% du plancher océanique. Réfléchissez à cela. Nous avons cartographié la surface de Mars et de la Lune avec une résolution plus élevée que le fond de nos océans. Donc cela fait beaucoup de territoires dont nous ne savons rien, 73%. Désolé de poser une question bête. Et je veux que tu me l'expliques. Pourquoi cela devrait-il nous concerner? Et quel lien avec les pannes? Plusieurs raisons existent. Pour la sécurité nationale, connaître notre fond marin et le volume des océans nous donne un avantage. Si nous devons nous mesurer à un pays comme la Chine dans le domaine sous-marin, ce sera, après le cyberespace et l'espace, la toute première ligne de tout ce que nous ferons contre eux. C'était déjà le cas pendant la guerre froide. Nous l'avons gagné en connaissant mieux l'océan que les Russes. C'est donc une des raisons pour lesquelles connaître l'océan est aussi important pour la prospérité économique nationale, le transport maritime, un commerce plus sûr et le transport. On le constate aujourd'hui avec le détroit d'Ormuz. J'y ai navigué des dizaines de fois sur des navires de la marine et c'est une voie maritime majeure. Donc, connaître cette zone de l'océan est important. Pour les peines, je pense que c'est la prochaine frontière. Parce que, d'accord, il est évident que lorsque l'on regarde tous les rapports, études et recherches, l'intelligence non humaine que nous pensons contrôler ces objets et phénomènes. Ils ne se révèlent pas juste en apparaissant sur la pelouse de la Maison-Blanche, n'est-ce pas? Ils essaient d'une certaine manière de rester indiscernables, n'est-ce pas? Pas totalement cachés, si vous voulez. Et donc, s'ils veulent maintenir cela dans une certaine mesure, le meilleur endroit pour eux, c'est de résider dans l'océan. Maintenant, il y a beaucoup de spéculations. Beaucoup de gens affirment simplement que c'est extraterrestre, venant d'autres galaxies. Je ne sais pas. Et en fait, j'ai parlé à des gens, par exemple, d'anciens commandants du Bureau du renseignement naval, et eux non plus ne savent pas. Est-ce que ça pourrait être quelque chose d'extradimensionnel, par exemple, ou même souterrain ou dans l'océan? Aucune réponse. Les personnes à qui j'ai parlé ignorent. Et donc, c'est ça, il faut vraiment étudier chaque domaine, y compris l'océan, de manière plus approfondie pour mieux comprendre potentiellement l'origine des pans et tout ce qui les contrôle. Maïm commence à avoir mal. J'ai l'impression que tu dis que beaucoup ignorent cela et je pense que c'est juste. Mais j'aimerais savoir comment on est passé de c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Cela se comporte d'une façon que notre équipement n'a pas l'habitude de suivre. Comment sommes-nous passés de là à une intelligence non biologique, non humaine? Je pense qu'il devrait y avoir plus d'étapes. Peut-être commencer par Go Fast. Je suis certaine à 100% qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe. Voilà où j'en suis. Je suis certaine à 100% qu'on ne sait pas ce qui se passe. Ce dont je suis moins certaine, c'est de ma capacité en tant que civile à pouvoir dire « Oui, c'est une forme intelligente non humaine ». Oui, je peux le faire sans problème. Excellente question, j'adore. J'ai déjà beaucoup exploré ce sujet et tu l'amènes dans une toute nouvelle direction de questionnement et de discussion. Alors, tout d'abord, revenons un peu en arrière. Oui, mon expérience a été d'observer la vidéo Go Fast sur le réseau secret de la marine avant qu'elle ne soit déclassifiée et rendue publique, et cela m'a convaincu. Parce que nous n'avons pas d'objet comme celui-là qui possède des caractéristiques de performance comme cet objet, sans surface de contrôle de vol ni moyen de propulsion. Et d'ailleurs, cet objet volait en formation, ce dont on ne parle pas beaucoup. Et j'en ai parlé dans mes écrits. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Dis-nous ce que tu as vu si les gens ne savent pas. J'étais un contre-amiral et le chef météorologiste de la marine, et j'avais des marins sous mes ordres qui participaient à l'exercice auquel Ryan Graves prenait part à bord de l'USS Theodore Roosevelt, un porte-avions nucléaire. Et son escadron rencontrait fréquemment ces pannes dans l'espace aérien au large de la côte est des États-Unis.
De mon point de vue, c'est un pilote opérationnel qui effectuait les missions d'entraînement. J'étais l'officier général à une étoile chargé de superviser tous les météorologues pour garantir la sécurité et le bon déroulement de ces opérations malgré la météo. Et à un moment donné, pendant l'exercice en janvier 2015, je reçois un email sur le réseau secret de la marine d'un amiral 2 étoiles qui était l'officier des opérations pour mon supérieur, le commandant du commandement des forces de la flotte. Et l'objet de l'email était écrit en lettres majuscules et disait Urgent problème de sécurité des vols. Et il l'a adressé à tous les membres de l'état-major et aux commandants subordonnés comme moi. Il a dit Si l'un de vous sait ce que c'est, dites-le moi vite, car nous avons failli avoir des collisions aériennes avec ces objets et l'exercice pourrait être interrompu. Une vidéo Go Fast était jointe. Et cela a déclenché beaucoup de signaux d'alarme parce que, premièrement, nous ne faisons pas de tests de technologies expérimentales. Et c'est ce qu'il sous-entendait dans l'email. Est-ce une expérience dont j'ignore simplement l'existence? C'est ça. On ne fait pas ça dans les zones d'entraînement de la marine. Les zones d'entraînement de la marine sont spécialement conçues pour préparer les porte-avions et les navires à être déployés à l'étranger. Donc, des gens comme Ryan devaient effectuer un certain nombre d'appontages sur le pont d'envol pour être certifiés et pouvoir partir en mission. Il faut remplir tout un tas de critères pour la sécurité et la compétence opérationnelle, donc on ne s'amuse pas à faire des expériences. Ça ne se fait tout simplement pas. Et tout l'objectif du commandement sous lequel j'étais était de préparer les forces à partir en mission. Les informations qui vous venaient d'un supérieur étaient: que se passe-t-il? Qu'est-ce qui vole dans les environs et qui manque de provoquer des accidents? Est-ce que vous testez quelque chose dont je ne suis pas au courant? Et la réponse était absolument pas. Si nous devions tester quelque chose avec notre équipement, notre technologie et notre expertise, nous ne le ferions pas pendant que des gens suivent des missions d'entraînement pour vérifier leurs compétences en vue d'un déploiement en temps de guerre. Nous ne faisons pas d'expérience ici pour voir le résultat. Exactement, et je le savais. Et c'était ma conclusion. Et c'était évident pour tout le monde impliqué. C'est ça. Le lendemain, la vidéo et l'email ont été supprimés de mon ordinateur. J'en ai ensuite parlé et c'était Jay Stratton qui était impliqué. Ils ont effacé les emails de l'ordinateur parce qu'à l'époque, la personne qui les avait envoyés ne savait pas que les pannes restaient classifiées à un niveau supérieur au secret parce qu'ils n'étaient pas sûrs. Les officiers du renseignement au commandement des trois forces et plus haut, le directeur du renseignement naval, se demandaient si les pannes étaient l'œuvre d'un adversaire étranger ou autre chose. La technologie des adversaires étrangers est très classée. Nous ne voulons pas qu'ils sachent que nous connaissons leurs capacités, d'où ce niveau de classification élevé. Je suis curieuse de savoir ce que tu as pensé en voyant ça. Mais quand je vois quelque chose comme ça, et je pense que c'est souvent notre réaction, tu sais, on se dit: oh, ça doit être quelque chose. On ne sait pas ce que c'est. Ça vient sûrement d'un autre pays. Ils s'amusent dans notre espace aérien, ce qui est interdit car ils pourraient causer des accidents. Cela doit cesser, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous en étaient là. Mais qu'as-tu pensé en voyant ça? As-tu eu des frissons dans le dos? Tu t'es dit: oh mon Dieu, les extraterrestres existent vraiment? Je savais que ce n'était pas un adversaire étranger, ayant étudié toute leur technologie et leurs menaces. Alors que le public pensait Oh mon Dieu, est-ce les Chinois ou les Russes? Je savais immédiatement que non. Ce fut une vraie révélation pour moi. Je m'étais toujours posé la question et là j'ai su. Je savais que ce n'était pas à nous, ce n'était pas à eux, c'est autre chose. Ce que c'était, je ne saurais pas le dire, mais ça a vraiment été une révélation pour moi. Et je ne l'oublierai jamais. C'est gravé dans ma mémoire. Mais au final, encore une fois, la raison pour laquelle l'email a été effacé de l'ordinateur, de mon ordinateur et de tout le réseau des autres, c'est qu'à l'époque, nous, la communauté du renseignement, n'étions pas sûrs de leur origine étrangère ou non. Et bien sûr, Jay Stratton et d'autres ont depuis confirmé qu'ils ne sont pas d'origine étrangère, c'est autre chose. Mais voilà, encore une fois, je joue un peu l'avocat du diable. Tu penses savoir ce qu'ils ne veulent pas que tu saches, mais il faut quand même laisser ouverte la possibilité qu'un ministère de la Défense adverse, quel qu'il soit, dispose peut-être d'un tel équipement. Justement, le propre de cette technologie et de ses capacités, c'est qu'on ne les connaîtrait pas, non? Comment peux-tu être sûr que ce n'est pas eux? Donc, je parle d'adversaires terrestres, Mayim, comme la Chine et la Russie. J'ai tout lu, on sait ce qu'ils ont, nous sommes tellement supérieurs à ce qu'ils possèdent. Pourtant, même s'il y a beaucoup de discussions sur la Chine et la Russie, et déjà à l'époque aussi, c'était en 2015,
Je sais avec une certitude absolue qu'ils n'avaient pas cette technologie. Il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire pour reproduire des virages à angle droit, des manœuvres à grande vitesse avec des engins sans surface de contrôle de vol et sans moyen de propulsion visible opérant en formation et toutes les choses dont Ryan Graves a parlé. Aucun de nos adversaires n'a cela. Nous ne l'avons pas et il y a beaucoup de désinformation propagée par notre propre gouvernement et d'autres disant d'accord, oui, ça pourrait être, vous savez, l'industrie technologique de la défense américaine. Aucune chance, je peux vous l'assurer. Donc, cela laisse la porte ouverte à quelque chose d'extraterrestre, d'où cela vient, je ne sais pas, et bien sûr, cela commence à sortir. Et Ryan en a longuement parlé dans votre émission auparavant, vous savez, d'une excellente manière. J'adore ce gars. Donc, vous voyez cette vidéo et vous voyez des choses qui ne sont expliquées par aucune capacité terrestre comme vous le décrivez, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est la meilleure façon de le dire. Oui, oui, absolument, oui. Donc, vous voyez ces choses et une partie de vous sait que cela ne vient pas de chez nous. Et qui qu'ils soient, en ce qui concerne nos adversaires, ce n'est pas à eux non plus. Et puis, tout à coup, tout ce qui concernait cela est supprimé de votre ordinateur. Aviez-vous à ce moment-là l'impression qu'il y avait une préoccupation plus large du gouvernement concernant la diffusion de ces informations? Et comment avez-vous fait ensuite pour obtenir des réponses à vos questions? D'accord, nous voyons cela se produire maintenant. En fait, avec la publication par le gouvernement de vidéos d'OVNI, je savais exactement que nous gardions cela classifié à un niveau supérieur et tenu secret. Et ce type d'information sur une technologie non terrestre d'origine inconnue est ce qui a été utilisé dans le langage de la loi sur la divulgation des pannes. C'est exactement comme ça qu'il fallait l'appeler. Nous ignorons son origine. Ce n'est pas terrestre. Et donc, oui, j'ai tout de suite compris que c'était le cas. Oui, et c'était vraiment stupéfiant, bien sûr, et ça a été difficile pour moi pour plusieurs raisons. J'ai dû garder pour moi cette découverte scientifique incroyable. Réfléchissez à ça. Votre émission parle de cette science et des percées scientifiques. Je ne pouvais rien dire car j'ai compris que c'était classifié. Je savais pourquoi. Cela m'a ensuite été confirmé car nous ne savions pas si c'était une technologie étrangère. C'est pourquoi le gouvernement a tout gardé secret. Et ils l'ont prouvé en publiant ces vidéos maintenant, ces nouvelles vidéos d'OVNI du département de la guerre. Elles ont toutes été classifiées. Et parce que le gouvernement, pour plusieurs raisons, ne voulait pas que le public sache que nous ne comprenions pas du tout ce qui se passait dans notre espace aérien et maritime. Pourquoi? Oh, bien sûr, aucun gouvernement ou administration ne veut admettre qu'ils sont vulnérables et que notre appareil de défense aérospatiale et sous-marine valant des milliards de dollars est fondamentalement inférieur et potentiellement inefficace. C'est terrifiant, non? Et je pense, et moi ayant récemment vu le jour de la divulgation, tu sais, c'est en quelque sorte l'un des principaux piliers sur lesquels tout cela repose, non? Qu'est-ce qu'on a le droit de savoir? Pourquoi avons-nous le droit de savoir certaines choses, mais pas d'autres? Et qui décide de ce que nous avons le droit de croire ou non? Eh bien, oui, très bon point, Maïm, et je pense qu'il y a beaucoup à dire sur cet excellent film qui est aussi divertissant. Mais je pense que c'est justement le point que le film a parfaitement saisi. Cela nous a été caché parce qu'en gros, le gouvernement américain, n'a pas voulu admettre nos vulnérabilités et ne pense pas que le public soit prêt ou préparé à cela. Et ils ont très bien abordé ce point. Bien sûr, ils le font avec une narration interprétative et fictive, avec cette société Wardex et tout ça. Et là, je veux dire, la véritable histoire est un peu plus compliquée, mais en gros, cela représente bien la situation. Je veux parler de la transition de l'air vers l'océan, parce que c'est l'une des caractéristiques qui est souvent décrite, comme s'il y avait... Et c'est très difficile de passer de ce qui les propulse dans l'air à une immersion immédiate sous l'eau, puis de remonter à la surface. Et cette transition, pouvez-vous décrire ce qui a été observé? Oui, Jonathan, merci. Oui, et c'est le domaine sur lequel j'ai choisi de me concentrer simplement parce que, naturellement, c'est ce que je connais le mieux. L'océanographie, la science des océans. C'est là que se trouve tout mon réseau de collègues professionnels. Et oui, il y a eu des observations, mais pas autant. Rappelez-vous, l'océan est très inexploré et peu observé, sous-échantillonné, comme disent des scientifiques. Donc, mais il y a eu des observations et des données
L'un des éléments les plus convaincants est cette vidéo infrarouge prise par l'USS Omaha au large de la Californie du Sud en 2019 qui montre un pan sphérique. Encore une fois, aucune surface de contrôle de vol, aucun échappement ni moyen de propulsion. L'objet plane au-dessus de la surface de l'océan puis entre dans l'océan en le traversant, démontrant ainsi un déplacement transmilieu. Et cela a également été observé dans d'autres vidéos, ainsi que lors de mes entretiens personnels avec d'anciens officiers de sous-marins et des spécialistes du renseignement acoustique qui ont observé des anomalies sous-marines. Et je pense donc qu'il est connu que nous voyons ces objets dans l'océan, et dans certains cas, pas tous. On dirait qu'ils sont, et l'une des vidéos, par exemple, dans les publications du département de la guerre, montre un sous-marin d'un pays étranger qui est en surface et qui traîne. Et vous voyez ces objets sphériques qui semblent aller sous l'eau et au-dessus sans vraiment provoquer de perturbations. C'est difficile à dire. Il n'y a pas de métadonnées. Ce n'est pas en haute résolution. Cependant, il y a de plus en plus d'informations qui s'accumulent, montrant que ces objets vont dans l'eau et semblent potentiellement avoir la capacité de ne pas perturber la surface de l'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas. Et c'est pourquoi, encore une fois, en tant que membre du Conseil consultatif scientifique sur les pannes maintenant, je veux obtenir plus de données sur ces vidéos et rapports pour en apprendre davantage sur ce qu'ils font réellement. L'USS Omaha, c'est un excellent exemple. Vous savez, il faut un peu mettre de côté tout cynisme que vous pourriez avoir, parce que certaines personnes vont simplement arrêter de regarder, n'est-ce pas? Ils verront la première image et diront c'est fabriqué, c'est de l'IA. Donc, on mettra cette catégorie de côté. Donc, quand on regarde cette chose qui bouge et qui suit, vous savez, j'ai passé de nombreuses années à étudier les lois de la physique, n'est-ce pas? Et les propriétés de ce qui se passe avec les objets lorsqu'ils entrent dans différents milieux. Et nous savons certaines choses. N'importe quel enfant dans une baignoire, vous savez, et Archimède lui-même sait ce qui se passe avec l'eau, avec le déplacement. On connaît tout ça. Nous avons les équations pour déterminer ce qui se passe lorsqu'un objet, n'est-ce pas, entre dans l'eau. En bref, ça éclabousse. Ça éclabousse. Donc, ce dont nous parlons, ce sont des objets qui se déplacent à des vitesses telles que, s'ils entrent dans l'eau, ils devraient provoquer des éclaboussures. Ils ne provoquent pas d'éclaboussures. C'est le cas dans certaines de ces observations. Alors, d'abord, revenons un peu en arrière parce que la plupart de mes observations et des informations que j'ai recueillies proviennent de témoignages oculaires de personnes crédibles. D'accord. J'ai été officier de marine pendant 32 ans et par exemple, pour la vidéo de l'Omaha, je connais l'un des officiers mariniers sur la passerelle. Il est venu me voir. Il m'a rapporté ce qu'il a vu et je pense que c'était son camarade de bord, corrigez-moi si je me trompe, qui a fourni la vidéo à Jérémy Corbel. Donc c'est réel. C'est ça, j'ai des témoignages oculaires directs et corroborés à ce sujet et sur beaucoup d'autres cas d'ailleurs. Et je pense que ça compte pour quelque chose. En fait, Kirk McConnell est l'une de ces grandes autorités de premier plan sur les pannes. Il a travaillé des décennies au comité spécial du Sénat sur le renseignement, puis s'est engagé. Aujourd'hui, il collabore avec la Fondation pour la divulgation des pannes. Et il a fait une excellente déclaration, la voici. Le témoignage oculaire est recevable devant un tribunal. Pourquoi ne serait-il pas recevable lorsqu'on aborde les récits sur les pannes, surtout venant de membres des forces armées, observateurs très entraînés? C'est une excellente question. Tout à coup, on a une nouvelle norme, n'est-ce pas? Selon laquelle nous appliquons un nouveau niveau d'examen, de sorte que toute solution est possible, sauf qu'il pourrait y avoir quelque chose de non humain qui se passe et qui fait voler des appareils dans les airs et dans l'eau. Exactement. Et d'ailleurs, pour prendre encore plus de recul, le président de ce nouveau conseil consultatif scientifique sur les pannes est Avi Loeb. Et je trouve ça fascinant, Mayim, qu'il ait autant de détracteurs parce qu'il est en réalité l'une des personnes les plus objectives sur ce sujet. Il regarde l'univers, c'est 14 milliards d'années, tu sais, l'âge avancé de l'univers, les 4, quelques milliards d'années de notre planète, qui est une nouvelle venue. Et le fait que notre espèce soit si récente à l'échelle de l'existence rend très probable l'émergence d'autres espèces intelligentes. La vie est une propriété de l'univers puisque nous existons.
Même si je suis prête à dire, d'accord, nous ne sommes pas seuls, tu sais, et il se trouve que je fais partie des personnes qui s'intéressent au paradoxe de Fermi, mais je sais que, tu sais, Avi et toi, vous avez, tu sais, une interprétation un peu ironique de ce paradoxe, ce qui est très bien. Mais même si je suis prête à dire qu'il y a de la vie, je veux que tu me considères comme une amirale. Explique-moi comment on passe de ça à ils volent depuis là où ils sont. Ils entrent dans notre espace aérien. Ils ne passent pas inaperçus. Ils choisissent d'être détectables. Et parfois, ils s'écrasent aussi. Si je veux bien admettre qu'il y a d'autres choses là-dehors, je sais que ça n'a pas besoin d'avoir du sens, mais j'aimerais comprendre leur déplacement, leur apparence. Genre, est-ce qu'ils s'écrasent vraiment? Tu vois, moi, je pense que ce sont des extraterrestres adolescents qui se saoulent, deviennent accidentellement détectables et s'écrasent. Les extraterrestres adolescents ont 2,5 millions d'années, pas 3. C'est ça. C'est drôle. J'aime bien, j'ai des adolescents, donc je comprends. Je ne dis pas ça pour plaisanter, mais de quoi parle-t-on vraiment, n'est-ce pas? On parle de quelque chose qui a ce genre de capacité. Je veux dire, on n'arrive même pas à concevoir ce que cela signifierait d'avoir un objet capable de faire ce que font ces objets, d'entrer dans l'océan sans faire de vagues, d'en ressortir, de faire ses virages, de voler en formation. On n'arrive même pas à l'imaginer. Donc, j'essaye de comprendre une partie de tout ça qui implique qu'il soit parfois visible dans le spectre lumineux, n'est-ce pas? Et détectable d'une manière qui honnêtement bouleverse un peu notre pays et le monde parce que c'est devenu un sujet politique. C'est devenu, tu sais, une sorte de pion dans une affaire de dissimulation des dossiers Epstein. Je ne sais même plus quoi croire, tu vois, ou quand il faut y croire. J'espère vraiment que l'intention est la transparence et la vérité. Ça reste à voir. On va juste dire ça. Mais nous allons vraiment faire tout notre possible pour demander à l'administration de publier plus de données, plus de métadonnées et d'autres informations sur différents dossiers afin de nous aider à évaluer de façon concluante la nature de ces objets et de ces dossiers. D'accord. Donc, c'est ce que nous allons faire. Oui, il y a beaucoup de scepticisme à propos de cette administration et mon livre en parle un peu d'ailleurs. Encore une fois, ce n'est pas entièrement sur les UAP, mais il y a un peu sur les UAP, mais c'est surtout sur le fait de dire la vérité à la science. Tenir bon dans la tempête sort le 7 juillet. Mais au final, oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Donc, au final, je pense que tout d'abord, il y a beaucoup d'informations vraiment intéressantes qui ont été révélées par des personnes que je respecte, des observateurs crédibles qui font partie de programmes importants. Par exemple, le docteur Hal Puthoff a participé au programme Stargate. Vous avez reçu des praticiens de la vision à distance et vous avez parlé de la vision à distance dans votre émission. C'était un programme gouvernemental autorisé pour essentiellement exploiter l'ESP ou la télépathie afin de mener des opérations de renseignement américaines. Et cela a réussi, ce qui dépasse les attentes statistiques. Et je peux vous dire avec certitude que cela se produit encore en réalité. Paul Smith était le représentant de l'armée dans le programme Stargate. Il enseigne toujours un cours. Ma femme est une praticienne de la vision à distance de niveau intermédiaire avancé. Elle valide les deux cours avec lui. Donc, des choses comme ça, les phénomènes que personne ne veut aborder, les pannes, la vision à distance, c'est réel. Je pense qu'il y a un aspect mécanique quantique, mais je change de sujet. Mais pour revenir aux pannes, il y a beaucoup de choses que le gouvernement n'a pas voulu aborder et qui commencent seulement à sortir maintenant. Et je pense que nous devons tous rester vraiment objectifs et examiner les données dont nous disposons et garder un regard lucide sur ce que nous voyons. De quoi pourrions-nous parler? Genre, je veux que tu commences la phrase par, genre, s'il y a, tu sais, des êtres intelligents, d'accord, qui ont la capacité d'avoir des aéronefs, point, point, point. Tu entends des gens comme Carl Nell qui était dans le groupe de travail sur les pannes, Lou Elizondo, Jay Stratton. Ce sont tous des personnes de confiance que je connais et avec qui j'ai travaillé. Et ils ont affirmé que ces choses existent. Et donc, je n'ai pas vu d'appareil. J'ai seulement vu la vidéo que j'ai mentionnée, mais j'ai confiance en ces personnes parce que je sais où elles travaillent, les institutions dans lesquelles elles travaillent, les qualifications qu'elles ont dû avoir pour y travailler. Et donc, c'est pour ça que je crois, non pas que je crois, je sais que c'est vrai. Dave Grush, nous étions justement à un événement au Capitole où les députés Burleson, Luna et Burchett, nous étions tous ensemble. Burchett, nous étions tous réunis pour demander plus de transparence. C'était il y a seulement 2 semaines pour cette raison parce que nous avons eu des lanceurs d'alerte très crédibles qui se sont manifestés et qui ont reconnu que tout cela est réel.
Donc ça, c'est un premier niveau. Et puis, bien sûr, il y a Grush qui a déclaré que nous avons des éléments biologiques non humains. Et ça, encore une fois, je n'ai aucune preuve directe, aucun témoignage, je n'ai aucune observation ni connaissance. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est ceci. Je connais la nature du gouvernement et j'ai été exclu des programmes d'accès spécial, que mes marins ont été informés sur les pannes, mais je croyais avoir le droit de savoir parce que je voulais m'assurer que mes marins étaient équipés et prêts pour leur mission. Et j'ai eu les officiers de contrôle des SAP, vous savez, l'État profond, qui m'ont dit: non, monsieur, même si j'étais amiral, non, vous n'avez pas besoin de savoir. Vous ne pouvez pas, nous n'allons pas vous mettre dans la confidence. C'est un élément très répandu au sein de la communauté du renseignement. Et donc, je n'ai aucune raison d'en douter. En fait, je suis fermement convaincu de ce dont Dave Grush a témoigné. S'ils n'ont rien à cacher, que cachent-ils? Eh bien oui, et donc maintenant, voilà, je ne sais pas, encore une fois, je ne sais pas si nous sommes en plein changement de paradigme ou non, mais les choses ont changé. Aucune administration jusqu'à présent n'a dit: d'accord, nous avons classifié beaucoup de choses folles et nous allons les rendre publiques. Mais c'est arrivé, oui, c'est arrivé. Et ces vidéos, les rapports, par exemple, dans la troisième série de dossiers PAN ou OVNI du département de la guerre, encore une fois, je ne vais pas accorder une confiance totale à l'administration, mais il y a ici quelques observations intéressantes. Par exemple, la reconnaissance de ces agents des forces de l'ordre qui observent ces sphères qui sont un phénomène PAN très répandu dans de nombreuses régions. Et ça, c'est vraiment concluant. Et le directeur de l'Aéro l'a déclaré officiellement: on ne sait pas ce que c'est. Je l'apprends encore une fois, non par des canaux officiels, mais lors de discussions privées avec le directeur du Bureau du renseignement naval. Nous observons ces phénomènes sans savoir ce que c'est. Maintenant, il se peut qu'il y ait des parties du gouvernement qui savent très bien ce que c'est et qu'elles ne le divulguent tout simplement pas, et cela restera classifié. C'est précisément ce que nous voulons avec le Conseil consultatif scientifique: étudier leur nature et approfondir les choses. Il y a de plus en plus d'endroits où les gens disent qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas. Cela semble être le thème récurrent qui apparaît, que ce soit dans les forces de l'ordre ou dans différentes branches de l'armée. Est-ce exact? Oui, en fait, ici, je peux partager ça avec vous. Donc, si vous regardez la dernière diffusion de vidéos d'OVNI du département de la guerre, il y a beaucoup de rapports du FBI. Ce qu'il y a derrière cela, c'est qu'il y avait un bureau du FBI qui, au niveau local, pas au niveau du siège, a dit: vous savez, nous surveillons cela. Ils voient les témoignages devant le Congrès. C'est un organisme d'enquête et ils ont dit: commençons simplement à rassembler des rapports, à constituer une base de données, parce que lorsque tout cela sortira, il nous faudra une sorte de référence ici. Donc, je salue vraiment le courage de ces personnes. Et je ne peux pas donner de nom ni de détails, mais ils ont commencé à le faire et ils ont fait appel à moi comme personne ressource. Beaucoup des rapports du FBI dans cette dernière série, je les ai transmis au bureau du FBI parce qu'ils sont venus me voir après mon témoignage, des individus. Eh monsieur, j'ai vu ça. Je l'aurais envoyé. Et ensuite, le FBI l'a documenté et maintenant le Pentagone l'a publié. Je ne m'y attendais pas du tout. Et voilà, donc c'est ce qui se passe. Vous savez, et finalement, une très bonne citation récente d'Avi Loeb tirée d'un article qu'il a écrit sur son rôle en tant que président du Conseil consultatif scientifique, et il a dit en gros comme Galilée quand il essayait de convaincre l'Église, le Vatican, l'Église catholique de l'erreur de l'univers géocentrique, héliocentrique, centré sur la Terre, que Avi a dit qu'en fait, c'est un peu une erreur essayer de supposer qu'il existe une explication alternative à la réalité, alors que dans le futur, il y aura tellement de preuves que cela démontrera le contraire. Et c'est là où nous en sommes. C'est là où nous en sommes. Nous trouvons tellement de preuves. Et je pourrais continuer. J'ai eu tellement de marins qui sont venus me voir et m'ont raconté leurs rapports sur les pentes. Voilà où nous en sommes maintenant. Et cela pourrait être une avalanche. Moi, j'espère que ce sera le cas. Que toutes ces personnes qui sont venues me voir, marins, officiers et vétérans, m'ont dit: j'ai vu ceci. Et ils me donnaient des noms, des dates, des navires, des lieux et les caractéristiques des pans et des OSNI qu'ils ont observés. Et maintenant, nous envoyons toutes ces informations au département de la guerre et à l'EDNI
En tant que conseil consultatif scientifique, nous demandons, s'il vous plaît, donnez-nous plus de données sur ces événements afin que nous puissions effectuer une analyse scientifique rigoureuse et caractériser la véritable nature des phénomènes. Et c'est notre mission d'enquêter puis de faire des recommandations au gouvernement. Et c'est ce que nous allons faire. On dirait qu'à ce stade de l'histoire, nous nous éloignons des témoins. Rester dans l'ombre, ne pas pouvoir en parler par peur d'être soit ignoré, soit pire, considéré comme fou. Et donc, il n'y avait aucune possibilité d'étudier ces choses parce qu'on ne pouvait pas recueillir les informations ni collecter des témoignages de première main pour cartographier ce qui se passait réellement. Et ce n'est qu'aujourd'hui que nous sommes à un stade où il existe un dépôt centralisé de ces informations qui peut commencer à être cartographié et évalué. Oui. Alors, laissez-moi vous donner un peu de contexte ici. Et tout d'abord, cet élément télépathique paranormal de l'existence, en plus de sa relation avec les pannes, est bel et bien réel. Et c'est documenté dans les livres de James Lukatsky et Colm Kelleher, employés et responsables des contrats de la DIA, l'Agence de renseignement de la défense. Ils ont écrit l'un qui s'appelle Skinwalkers au Pentagone. Et puis, il y en avait deux autres que je viens tout juste de terminer. L'un est Nouvelle perspective, l'autre Vision du futur par Lukatsky. Tous documentent de la recherche et les 22 millions de dollars financés par la DIA pour enquêter sur ces phénomènes. Cela impliquait aussi du travail de terrain au Ranch Skinwalker, sûrement bien connu de vos téléspectateurs, ainsi que d'aller mener des enquêtes supplémentaires à partir des rapports du MOVNI-N, le Mutual OVNI Network, et ils sont extraordinaires. Et toutes impliquent d'une composante paranormale, psy ou télépathique. Et tout cela est très bien documenté, donc c'est vraiment intéressant et fascinant. Et je ne pense pas que ce soit bizarre du tout. Votre émission l'a très bien fait avec des personnes comme Julia Mossberg, où il y a probablement une explication mécanique quantique derrière cet aspect de la réalité et de notre conscience. J'en suis d'ailleurs certain. Et la mécanique quantique fait effectivement cela. Le paradigme a complètement changé maintenant que la mécanique quantique est entrée en jeu, où l'observateur et l'esprit sont au premier plan et non le matérialisme. Il y a beaucoup à dire. Vous avez réalisé tout un épisode. Non, mais je trouve cela important. La journée de la divulgation fait un excellent travail à ce sujet. Parce que je pense que beaucoup de gens se disent « D'accord, même si je pouvais accepter qu'il y ait une vie intelligente ailleurs ». Beaucoup de gens ne comprennent pas ce lien. Pour vraiment élargir la perspective, non seulement sur ce qui est possible, mais aussi sur ce dont nous parlons réellement. Vous savez quelles sont les implications? Certains affirment que des extraterrestres sont présents ici depuis des millénaires. D.W. Pasulka, la docteure Pasulka, l'a évoqué à plusieurs reprises. Vous savez, et si, n'est-ce pas, la vision d'Ézéchiel, en fait, était une sorte de version de ce que nous appelons aujourd'hui des extraterrestres qui nous rendent visite, n'est-ce pas? Oui, j'adore Diana. J'ai fait la critique de son livre. Son dernier livre s'appelle Les autres. Il est incroyable. Je pense que c'est le premier ouvrage qui traite de l'intersection entre l'intelligence artificielle et l'intelligence non humaine, ainsi que des implications des deux. C'est un livre fantastique. Je pense que cela effraie aussi beaucoup de gens, car certains sont prêts à se dire « D'accord, je regarde les vaisseaux, les images, et le gouvernement diffuse tout ça. » Mais beaucoup de gens, et encore une fois, Spielberg a vraiment mis le doigt dessus. Et si cela ouvrait une conversation sur les différences de perception, les différences de compréhension du langage et de la communication? Et s'il y avait des personnes avec des capacités spéciales pour percevoir des choses comme la présence d'une intelligence non humaine, et si certaines personnes étaient plus sensibles à cela? Et si leur fréquence, tu vois, était accordée à cela? Et ce que nous voyons, c'est que ce mur est en train d'être franchi par tout ce qui se passe, notamment grâce à des personnes comme toi qui ont le courage de dire qu'il se passe quelque chose ici. Avec Chris Bledsoe, qui est capable de faire apparaître ces lumières qui ne peuvent pas être expliquées. C'est ça. Merci, Mayim, de l'avoir dit. Je ne me considère pas courageux, je veux juste connaître la vérité comme nous tous. C'est ce qu'il faut faire, et le peuple américain le mérite. D'accord. C'est juste que nous, le gouvernement, n'a pas le droit exclusif de connaître la nature de la réalité. Je pense que tous les Américains le méritent. Mais oui, et c'est quelque chose d'intéressant. Et en fait, je vais revenir en arrière parce que tu avais posé cette question sur la nature de toutes ces potentielles intelligences non humaines et tout ça.
Je pense. Il faut revenir en arrière et lire vraiment l'ensemble de l'œuvre de Jacques Vallée. Et lui, plus que quiconque, et j'ai eu l'immense honneur d'animer un panel avec lui lors de cet événement à Palm Springs appelé Contact in the Desert. Et nous avons eu un agréable dîner privé avec lui, et il m'a même offert l'un de ses derniers livres sur la première récupération d'un ovni écrasé intitulé Trinity. Et c'était vraiment remarquable. Jacques a fait un excellent travail dans ce livre en traitant de manière objective la scène du crash et les témoins. Et il a fait cela au cours des 50 dernières années, vraiment, en procédant ainsi avec de nombreux autres cas et témoins. Donc, c'est vraiment une personne remarquable et il a examiné l'ensemble des observations des 50 dernières années et il en a conclu qu'il n'est pas sûr. Il n'y a vraiment aucune conclusion unique que l'on puisse tirer sur la nature des intelligences non humaines. Sa théorie principale est qu'il s'agit d'un système de contrôle qui interagit avec nous, changeant sa nature et sa forme en fonction de l'observateur. Maintenant, cela semble extrêmement étrange, mais en réalité, c'est vraiment la seule façon d'expliquer la diversité de tous ces engins, êtres et interactions étranges. Certains sont positifs, d'autres négatifs, bienveillants ou malveillants. Oui, et je pense que l'idée, et tu en as parlé, l'idée que lorsqu'on a été contacté, on est différent. Une fois que tu as vécu quelque chose, tu es différente. Et c'est intéressant parce que nous parlons à beaucoup de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, qui rapportent souvent d'autres phénomènes anormaux et inexplicables, qui leur arrivent quand elles sont jeunes et qu'elles sentent que cela les préparait aux compétences dont elles auraient besoin pour survivre à la rupture de conscience, tu vois, qui survient parfois. Nous avons rencontré de nombreuses personnes, comme Angela Ford, qui pratiquait la vision à distance. Nous lui avons demandé si elle connaissait ses pouvoirs et elle a répondu que non, pas vraiment. Certaines personnes venaient parfois me voir dans ma chambre quand j'étais enfant. Quoi? Oui. Et il s'avère qu'il y a une ouverture de la perception et une ouverture de la cognition qui expliquerait la différence d'expérience, la différence dans les témoignages et même la différence dans l'interprétation. Oui, je pense que Jock aborde cela magnifiquement parce qu'il examine l'unification du contact avec les INH ainsi que les EMI et les EHC. Et il y a une unité entre toutes ces expériences. C'est difficile à expliquer, je ne le comprends pas, mais allons-y, et c'est vraiment merveilleux d'avoir cette conversation. Nous en sommes maintenant à un point où même le gouvernement américain a mis en place un comité consultatif scientifique sur les pans. Et c'est notre occasion de préparer cela pour la recherche. Je connais le fonctionnement du gouvernement. Nous en sommes au stade des recommandations. Et moi, ayant été à la tête d'une agence américaine, la recommandation que je veux faire concerne le Bureau des sciences à la Maison-Blanche, qui s'appelle le Bureau de la politique scientifique et technologique, de faire non seulement de la recherche sur les pannes une priorité scientifique nationale, mais aussi ces autres aspects de la conscience, et les INH, les EMI et les EHC, qui de toute évidence sont d'une certaine manière alignés ou corrélés avec cela, avec le phénomène des pannes. Et la façon dont cela fonctionne, c'est que si nous parvenons à faire inscrire par l'Agence scientifique de la Maison-Blanche dans leur mémo annuel sur les priorités de recherche et développement cette question comme priorité nationale, alors cela oriente toutes les agences américaines à l'intégrer d'une manière ou d'une autre dans leur budget de recherche. Donc, on parle des NIH, vous savez, pour tout ce qui concerne les océans, du Bureau du renseignement naval, mon ancienne agence, la NOAA, bien sûr, le Bureau national océanographique, et puis tout ce qui pourrait potentiellement contribuer à ces sujets, ce qui représente beaucoup de choses. Le gouvernement possède des milliers de milliards de dollars. Le ministère de la Défense à lui seul a un budget de 1000 milliards de dollars. Donc, ce que nous allons essayer de faire, c'est d'en faire un sujet grand public et d'obtenir un soutien pour la recherche. J'ai une question un peu folle parce que vous avez mentionné, vous savez, des sites de crash. Vous avez mentionné des rapports de personnes ayant vu des engins qui correspondraient à cette classification de choses qui ne sont pas à nous. Ils n'appartiennent pas à nos adversaires. Ils ne sont pas d'origine terrestre. À quel point êtes-vous allé loin dans vos recherches sur les objets qui se sont écrasés ou sur des êtres qui auraient pu être capturés et étudiés? J'aurais adoré être proche et voir.
Je peux seulement dire que je suis proche de personnes qui en ont vu de près. Alors, que disent-ils? Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Le docteur Al Puthoff travaille dans ces domaines depuis un moment et je le respecte et l'apprécie. Nous travaillons ensemble sur un projet quantique. Je fais partie de son comité consultatif. J'ai énormément de respect pour lui. Il a reconnu chez Joe Rogan que nous possédons une dizaine de types d'appareils différents. D'après d'autres sources, je crois que c'est vrai. Je ne les ai pas vus moi-même. Bien sûr, j'en ai envie, mais je ne pense pas que ça arrivera. C'est à ce point réservé, si tu veux. En ce qui concerne les éléments biologiques dont Dave Grush a témoigné, je ne connais personne personnellement. Donc, je ne peux pas en parler. Mais je peux dire que c'est en quelque sorte une extension logique de tous ces différents engins et témoignages oculaires. Et puis, troisièmement, il y a quelqu'un, James Lukatsky, qui a travaillé pour la DIA, qui, je crois, a eu des témoignages directs d'interaction avec des engins écrasés. Donc, il ne le dit pas directement dans ses livres, mais c'est... D'autres m'ont dit que c'est probablement le cas. Et il a participé à plusieurs podcasts. Il n'a pas été ouvert à ce sujet, mais c'est probable vu ce qu'il a fait et les programmes auxquels il a eu accès. Je ne veux pas l'associer à ça, mais je connais assez de personnes ayant participé à ces programmes et j'ai vraiment hâte d'entendre ce que Jay Stratton aura à dire à ce sujet quand son livre sortira bientôt. Nous avons récemment reçu Neil deGrasse Tyson, tu sais, pour la deuxième fois, parce qu'il a écrit ce nouveau livre très adorable sur, en gros, quoi dire si jamais tu rencontres un extraterrestre, n'est-ce pas? Et tu sais, Neil, comme je le dis, est la personne la plus gentille qui lève les yeux au ciel quand je demande «Attends une seconde, qu'est-ce qui pourrait vraiment se passer ici?» Et c'est l'une des choses que, tu sais, des gens comme Neil deGrasse Tyson, n'est-ce pas, et des personnes de ce calibre académique et scientifique disent montre-moi, montre-moi l'extraterrestre, montre-moi le corps, montre-moi l'engin. Assez avec ce suspense du vont-ils révéler les choses ou non? Assez de faire traîner les choses. J'aime tous les podcasts qu'on peut faire en parlant à des personnes incroyables comme toi, mais à un certain moment, de quoi parlons-nous vraiment? Il y a tellement de chimistes à qui j'aimerais donner n'importe quel matériau et les laisser aller dans leur laboratoire, les laisser faire de la rétro-ingénierie. Si tu n'arrives pas à comprendre ce que c'est, on mérite de le savoir. Pourquoi attend-on encore ces données biologiques? Pourquoi attend-on de révéler ce qui pourrait être des engins qui, encore une fois, se sont écrasés, ce qui me paraît un peu étrange, mais des extraterrestres adolescents ivres, c'est une possibilité. Tout d'abord, je suis d'accord avec toi. Tout le monde l'est. Bon sang, on veut tous voir les données. On veut voir les vraies preuves, bien sûr. Et la seule raison pour laquelle je parle de ce que je sais, c'est parce que je connais des personnes qui ont vu ou sont au courant des preuves et en qui j'ai confiance, comme Hal, le docteur Eric Davis et Dave Rush, par exemple. Et maintenant, nous sommes tous peut-être à un degré de séparation de ce programme de longue date, mais nous en savons assez sur le gouvernement et tous les rouages. Par exemple, j'ai un bon collègue qui a travaillé au département de l'énergie et il m'a raconté comment il faisait un voyage dans l'un des laboratoires nationaux et il y avait un bâtiment appelé le laboratoire des matériaux exotiques. Il n'y avait aucune indication. Ses amis lui ont dit que c'était ainsi qu'on l'appelait et il leur a demandé en quoi cela consistait. On lui a répondu: «Ah, on ne t'a pas mis dans la confidence à ce sujet?» Il a dit: «Non». Et il a dit: «D'accord, eh bien, il faudra qu'on t'en parle une autre fois». Et il y a beaucoup d'indices montrant que tout cela est bien en train de se produire. Oui, on veut voir ces données concrètes, ces données solides. Et je pense que c'est peut-être le moment de prendre du recul et de simplement apprécier le chemin parcouru. Je n'ai pas envie d'apprécier le parcours. Ouais. Je veux aller vers l'avenir. Je veux savoir où nous allons. D'accord. Eh bien, c'est très bien. Alors, est-ce qu'on y arrive? Je ne sais pas. Mais souvenez-vous, je fais maintenant partie d'un conseil, le Conseil consultatif scientifique sur les peines, dont l'objectif est de nous y amener, ou du moins c'est ce que nous voulons faire. Si on nous autorisera à le faire, c'est une autre question. Donc, mais nous sommes là. Nous allons nous y attaquer. Nous voulons connaître la vérité et nous allons l'étudier scientifiquement pour y parvenir. Et nous demandons ces informations. Les informations que vous voulez voir, nous les demandons. Merci. Est-il possible que le président des États-Unis, peu importe les années, n'ait pas connaissance de l'étendue de ces informations?
Par exemple, est-ce que ces programmes, puisqu'ils traversent plusieurs administrations, pourraient être cachés dans des parties du gouvernement dont le président lui-même ne serait pas au courant? Je peux répondre d'abord, puis te laisser répondre. Ce que dit le Disclosure Day, c'est que les présidents sont des civils à la fin de leur mandat. Il n'est pas nécessaire de les inclure dans des conversations qui, en 4 ans, pourraient en faire d'eux une menace pour la sécurité du pays dont ils étaient tout juste le président. Mais j'aimerais entendre la réponse de l'amiral. Oh oui, à 100%. En fait, c'est probable. Maintenant, je ne connais pas chaque président. Il y a beaucoup de spéculations sur quel président était au courant ou non. Mais au final, oui, il est non seulement plausible, mais même probable que des informations aient été retenues auprès des présidents. L'appareil, les mécanismes de sécurité, le programme de contrôle d'accès spécial font en sorte que le président n'a pas besoin de connaître tous les détails de ces choses. Mais ils sont censés tout savoir. C'est le commandant en chef de tout le pays. Pensez-vous que le président Trump pourrait se contrôler s'il savait vraiment qu'il y avait des extraterrestres? Vous auriez un tweet à 3 heures du matin sans que personne ne le sache. Eh bien non, non. En fait, je ne partage pas l'avis de certaines de mes sources. La vraie nature du phénomène pourrait être terrifiante car nous ne contrôlons rien. Nous ne sommes pas les plus hauts, et même Avi en parle, nous ne sommes pas au sommet de la chaîne alimentaire, et je pense qu'aucun président ne veut l'admettre. Maintenant, j'ai peur. C'est une chose effrayante à admettre au peuple américain, et cela pourrait être le principal moteur. Je ne sais pas avec certitude, mais beaucoup d'indicateurs me laissent penser que c'est le cas. Mais encore une fois, je n'ai pas les données. Nous allons chercher les données, mais il se peut qu'on ne nous les montre pas. Et il y a beaucoup de choses vraiment terrifiantes à propos des mutilations de bétail. Je veux dire, est-ce que tu as déjà fait une émission là-dessus? D'accord, donc je suis obsédée par les mutilations de bétail et personne ne veut m'en parler. Et chaque fois que j'en parle, même tout le monde dans cette pièce, tout le monde se moque de moi. Et je dis, non, vous ne comprenez pas, il se passe vraiment quelque chose. C'est la chose à laquelle je crois le plus, il se passe quelque chose avec les mutilations de bétail. Je suis vraiment sérieuse. J'ai donc récemment reçu, je pense, le rapport le plus remarquable que j'ai jamais vu sur ce sujet. Un enquêteur de la brigade criminelle au Canada depuis 20 ans m'a écrit et il a même écrit un livre à ce sujet. Et il a appliqué toutes ses techniques d'enquête à ce sujet. Et il a examiné des centaines de cas partout dans le monde. Et si vous êtes un policier spécialisé dans les homicides et que vous appliquez ce que vous faites dans votre travail à ce sujet, vous ne pouvez conclure que plusieurs choses et que c'est simplement une expérience à grande échelle complètement folle menée par des technologies avancées non humaines pour évaluer l'état de notre approvisionnement alimentaire et cela de manière très systématique et scientifique. Je n'y avais jamais pensé. Je suis fascinée, surtout étant végane. Tout ce qui touche aux animaux m'intéresse. Mais je n'avais pas pensé qu'il pourrait y avoir des informations à recueillir, alors qu'on sait qu'il peut y en avoir. Je n'avais jamais imaginé que ce soit la raison de la collecte d'informations. Waouh! Regardez la façon dont les animaux sont pris. Tout le sang a disparu. Il n'y a aucune trace de sang. Il n'y a aucune empreinte. Ils sont lâchés, déposés à un endroit bien visible. D'accord, c'est fou. Depuis l'endroit où ils se trouvaient, donc ils ont été transportés par les airs d'une manière ou d'une autre. Tout le sang, des litres de sang, des dizaines de litres de sang introuvables. L'examen de précision qui a eu lieu, nous n'avons pas les outils pour faire ça. Non. Si vous regardez la nature de la chose, c'est donc pour faire court, il pourrait y avoir des aspects terrifiants de la divulgation que nous ne voudrions vraiment pas connaître. Et je ne le sais pas avec certitude, mais cela semble plausible. Encore une fois, je pense que c'est même s'il serait agréable d'ignorer certaines choses, je ne pense pas que l'ignorance soit une bonne stratégie nationale. Et nous devons aborder la nature de la réalité de front, vous savez, pleinement, si nous voulons vraiment faire de notre mieux pour l'humanité. Voilà donc ma position. Aussi terrifiant que cela puisse être ou non, Eh bien, cela fait écho à ce que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir qu'il y a des forces lumineuses et des forces obscures dans tout ce qui se passe, que tout n'est pas positif. Tout n'est pas mauvais, il y a un mélange.
Pouvez-vous parler d'autre chose que des mutilations de bétail? Y a-t-il d'autres exemples qui pourraient montrer l'intention ici? Oui, c'est intéressant. L'une des zones que la Defense Intelligence Agency a étudiées en profondeur et qui est le sujet d'une émission, c'est le ranch Skinwalker. Je crois que c'est sur la chaîne History, il me semble. Brandon Fuggle, le propriétaire, m'a engagé comme conseiller. J'ai visité le ranch il y a une semaine et vraiment, le ranch a documenté des pannes, en particulier souvent des phénomènes en forme d'orbe ainsi que des sphères métalliques. Et donc, dans ces cas-là, il y a de nombreux exemples d'interactions très négatives. Je ne vais rien dévoiler ici, mais quand le livre de Jay sortira, il racontera cela parce qu'il en a vécu. Et c'est aussi dans le livre de Jim Lokatsky et Colm Kelleher, les Skinwalkers du Pentagone. Donc, c'est un terrain d'essai, si vous voulez, pour les phénomènes et vraiment beaucoup d'interactions négatives. Les interactions positives sont rapportées dans d'autres sources. En fait, Jacques Vallée a magistralement compilé tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet des deux côtés, où certaines personnes ont été guéries grâce à leurs interactions. Donc oui, je ne suis pas du tout un expert. Rappelez-vous, j'essaie de limiter mon domaine d'expertise et de connaissance à ce qui concerne la politique gouvernementale ainsi que la recherche sur les phénomènes liés à l'océan, mais cela existe. Il m'est venu à l'esprit que si cela dépasse le champ de compétences du président qui contrôle réellement ces informations, est-ce que, vous savez, des recherches sont menées s'il y a des sites d'écrasement, des engins écrasés, s'il y a du matériel biologique? Qui est le fou qui dirige l'asile? Est-ce des entreprises privées ou des sous-traitants qui essaient de faire de la rétro-ingénierie là-dessus, ou bien est-ce contrôlé directement par le gouvernement? Selon vous, qui détient ces secrets? Oui, je ne sais pas avec certitude, mais je sais comment fonctionne le gouvernement et comment d'autres programmes sont gérés. Et donc, vous avez un mélange, vous avez essentiellement au sein de la communauté du renseignement une immense hiérarchie de divers programmes d'accès spécial. Et beaucoup d'entre eux ne sont pas connus directement par le président ou même par le Conseil de sécurité nationale parce que c'est simplement une organisation très complexe pour la collecte de renseignements, la défense, etc. Mais à un moment donné, il existe des mécanismes possibles pour que l'autorité nationale de commandement puisse découvrir ces informations. Et en même temps, et je n'ai pas abordé ce point, mais certains hommes politiques, certains présidents choisissent parfois de ne pas vouloir connaître les détails parce que cela leur donne une possibilité de déni plausible lorsqu'ils sont interrogés par la presse ou lorsqu'ils partent à la retraite. Et cela peut être avantageux et réduire les risques juridiques et autres risques. Donc, c'est une dynamique qui existe. Je ne peux pas caractériser les actions de chaque dirigeant en particulier, mais c'est en gros ce qui se passe. Et puis, il y a une probabilité, et Carl Nell en a parlé, qu'une grande partie du programme de récupération du AP se soit transférée chez des sous-traitants de la défense pour éviter la surveillance du Congrès. Encore une fois, je n'ai pas d'informations directes ni les noms des sous-traitants. C'est largement rapporté ou supposé, mais c'est un scénario très plausible pour garder la technologie aux États-Unis hors de portée du Congrès. Et ainsi, on pourrait éviter que cela ne fuite ou que cela ralentisse potentiellement la recherche, le développement, les essais et l'évaluation. C'est un jeu à boire amusant. Regardez la liste des présidents. Tu sais, jusqu'où veux-tu remonter? Parce que ces choses-là n'ont probablement pas commencé seulement récemment, même si avec le développement de la technologie nucléaire, des installations nucléaires, il y a aussi des discussions sur les ressources en H2O, n'est-ce pas? Il y a différents types de visions et Lou en parle évidemment dans son livre, mais c'est un jeu à boire amusant. Par exemple, sur quel président tu parierais pour qu'il dise merci? Mais non merci, n'est-ce pas? J'ai l'impression qu'Obama ferait ça, tu vois? Et puis, j'ai un peu l'impression que Reagan ferait pareil, mais aussi le premier Bush. J'ai l'impression qu'il dirait «Ouais, vas-y, raconte, tu sais, j'ai toute une histoire». Nixon, absolument. Oh, j'ai une histoire à propos de Nixon. Vas-y. Il y a une rumeur qui dit que Nixon était au courant de la récupération d'êtres biologiques et d'engins, mais je ne sais pas. On trouve ça partout sur Internet, ce n'est pas crédible, mais ça circule, d'accord?
et qu'il a emmené Jackie Gleason sur une base militaire pour voir ses êtres biologiques. Pour impressionner une star hollywoodienne. Oui, est-ce que tu as entendu parler de cette histoire? Donc c'est lors du Disclosure Day où il y a une indication que Nixon utilisait ça comme un coup de pub personnel, ce qui, tu sais, j'ai grandi dans une famille très libérale. Donc rien n'aurait surpris mon père, tu sais, que Dieu ait son âme à propos de Nixon. Mais c'était l'idée de «et si», tu vois? Et si cela avait été utilisé par, disons, quelqu'un qui voulait exercer son pouvoir et emmener une célébrité avec lui, je serais cette célébrité. C'est une rumeur très précise ou une histoire selon laquelle Nixon aurait amené Jackie Gleason sur une base de l'armée de l'air, je crois, en Floride, et lui aurait montré les extraterrestres, tu vois, les extraterrestres récupérés, d'accord? Donc ça circule. Peu importe, tu sais, il y a tellement de rumeurs, c'est fou et difficile à suivre. Je suis allé là-bas et grâce à mon accès, de nombreuses personnes viennent me raconter ce qu'elles ont vu. Et ayant été le directeur de la NOAA, un pêcheur amateur, parce que la NOAA est responsable de la gestion de nos pêcheries, ici en Floride, on m'a parlé de lui et il avait évoqué ses expériences avec les pannes lors d'une émission de pêche. C'est un gars vraiment sérieux, crédible et sympa. Puisqu'il en parle publiquement, je peux te donner son nom, c'est Mark Croca. Et il était sur un site web ou un podcast et il a parlé de la pêche au tarpon et tout ça. Et à la toute fin, le gars lui a demandé s'il avait vu des pannes. Au large des quais de Floride, il a observé plusieurs pannes des lumières et autres phénomènes. Dans un cas, cet objet lumineux observé comme un pan a provoqué le décollage en urgence de chasseurs depuis une base aérienne voisine. Il a vu cette chose et l'a poursuivie, mais elle a quitté la zone rapidement. Et donc, il a eu ses observations sur une période de 10 ans ou plus. Je l'ai donc appelé. Nous avons bien discuté. J'étais très intéressé par ce qu'il avait vu. Cela arrive souvent, surtout tôt le matin avant l'aube. Une fois, l'un est apparu au-dessus de sa maison et il a tenté de faire sortir sa femme du lit. Viens voir ça. Elle a répondu qu'elle n'en avait pas envie. Voilà. Finalement, Marc m'a confié que... euh, eh bien, finalement, donc, il a vu ces engins et il a dit, tu sais, j'ai une histoire vraiment intéressante. Quand j'étais enfant, je travaillais dans ce clubhouse. Et j'ai oublié où en Floride, un clubhouse de golf. Et la femme de Jackie Leeson était membre. Et lui, tu sais, il était juste pas un concierge, mais un de ses petits employés qui travaillait là. Et il a pu lui parler. Et elle lui a confié que oui, c'était vrai, le Nixon l'a amené dans cet endroit, il a vu ces extraterrestres. Et il a dit que Gleason a été tellement bouleversé qu'il n'a pas mangé pendant environ 2 semaines. Il était tellement bouleversé qu'ils étaient vraiment inquiets pour sa santé et sa vie, parce qu'il était tout simplement abasourdi, vous savez, par le choc ontologique qu'il a ressenti en voyant cela. Et donc, ce n'est qu'un petit élément parmi d'autres, parce que le gars, Mark, est totalement crédible. Il a rencontré la femme de Gleason. Elle a dit cela et n'avait aucune raison d'en tirer profit. Alors, qu'en penses-tu? Je veux dire, il y a deux choses. Tout d'abord, c'est incroyable de penser que la culture pop, tu vois, la culture populaire, ait pu s'entrecroiser de cette façon. Et ça, tu sais, je pense que tout le monde trouve que ce serait vraiment génial, non? Si on savait enfin qu'il y a des extraterrestres, mais la plupart des gens qui ont eu des rencontres avec des extraterrestres en sont profondément marqués. C'est très perturbant. Ça soulève tout un tas de questions comme est-ce que je suis folle? Est-ce que quelqu'un va me croire? Est-ce qu'on va se moquer de moi? Est-ce qu'on va me taquiner? Et ce que nous voyons maintenant à l'ère de la divulgation, ce sont des personnes avec vos qualifications, des professionnels respectés, qui disent qu'ils ne vont plus garder le silence, même sur le besoin d'en savoir plus. Et je pense que c'est vraiment ce qui change dans la conversation. Je voulais poser une autre question d'océanographie. Donc, vous parlez du fait que la grande majorité, n'est-ce pas, du plancher océanique n'a pas été cartographié, n'est-ce pas? Et vous parlez de l'importance de cela et de la façon dont cela recoupe l'importance de comprendre les pannes et en particulier beaucoup de leurs mouvements autour des masses d'eau, vous savez, autour aussi des sites nucléaires, mais concentrons-nous sur les masses d'eau. Je vais vous demander de spéculer un peu ici.
Comme je fais beaucoup de suppositions, ne sachant pas ce qui se passe au fond de l'océan et les pannes qui vont dans l'eau, est-ce qu'on parle de pannes qui pourraient provenir de sous l'eau ou qu'il pourrait y avoir des zones sous-marines qui cachent des secrets? Je vous demande sérieusement. Oui, c'est intéressant, Maïm, parce que je sais que Tim Burchett, le député, avait mentionné qu'il connaissait 5 endroits où il pourrait y avoir des bases extraterrestres sous-marines. Je n'ai aucune connaissance à ce sujet. Et moi, vous savez, j'étais océanographe pour la marine et j'ai eu accès à la plupart des programmes sous-marins non classifiés. Donc, je ne sais pas d'où il tient ça. Je ne sais tout simplement pas. Mais quand on regarde la nature et l'omniprésence des observations de Pan, encore une fois, ils ne se révèlent pas totalement à nous. Vous avez des observations aléatoires par des individus, parfois de grands rassemblements, vous savez, des navires entiers, des unités entières, des villes et ainsi de suite. Mais personne, aucune civilisation n'a dit nous venons ici pour interagir avec vous et signer un traité à ma connaissance. Et donc, avec cela, ils veulent rester insaisissables dans une certaine mesure. Et s'ils ont une présence permanente, ce que nous pensons qu'ils ont parce qu'ils sont ici depuis longtemps, et Diana en parle dans son livre Centuries Likely. Donc, ses livres, d'excellents livres, American Cosmic Encounters et son dernier The Others, Diana Pasolka. Alors, où pourrait-il rester caché pendant un certain temps? Ce serait l'océan. Comme je l'ai dit, 27% de l'océan, du plancher océanique, a été cartographié. Cela signifie que 73% ne l'a pas été. Cela représente 73% d'endroits où se cacher. Oui, exactement. C'est tout simplement incroyable. Et puis, le volume de l'océan est encore moins exploré, seulement environ 10% avec un véhicule télécommandé moderne, un drone sous-marin, une bouée profileuse ou tous les moyens dont nous disposons pour observer le volume. Donc, on ne sait absolument rien sur l'océan. Et si une civilisation voulait rester cachée, c'est là qu'elle irait. Que veux-tu dire par le volume? Je veux dire, je sais ce qu'est le volume. Je pense au fond de l'océan et ensuite à ce qu'il y a dans l'océan. Tu veux dire que cartographier le fond de l'océan, c'est une chose? C'en est une autre de savoir ce qui se passe dans l'océan, au-delà de tous les déchets qu'on y déverse et de tous les animaux fantastiques. Ouais, exactement. L'océan lui-même. Donc, pour la façon dont les scientifiques marins étudient l'océan, la zone entre le fond marin et la surface de la mer, ils utilisent toute une variété de capteurs comme le sonar multifaisceau sur les navires, le sonar sur les drones océaniques, les drones sous-marins, le sonar sur les drones de surface océanique, des bouées profileuses qui mesurent des propriétés comme la salinité, la température, la pression, etc. Et ensuite installer des caméras vidéo sur tous ces dispositifs pour observer l'océan, par exemple dans le domaine optique ou infrarouge. Cela suppose que ces choses sont visibles ou détectables d'une manière que notre technologie est capable de capter. Parce qu'en fait, si vous suggérez qu'ils sont ici depuis des centaines d'années, voire plus, cela signifie qu'ils existent depuis tout ce temps. En dehors du spectre visible, en dehors de tout autre spectre que nous pourrions être capables de mesurer avec une technologie sophistiquée dont je n'ai même pas connaissance. D'accord. Il y a donc plusieurs rapports dans les dossiers OVNI que le Pentagone a publiés où des pannes ont été observées dans une certaine longueur d'onde, comme l'infrarouge, mais dans la longueur d'onde visible, ils n'étaient pas observés. Donc, ils avaient une signature dans l'infrarouge, mais pas dans le visible. Ils n'étaient pas visibles. Il n'y avait rien là. Mais bon sang, il y a quelque chose là. Et donc, il est très probable que ce soit aussi le cas dans de nombreuses situations dans l'océan. Cela dit, il faut reconnaître que le sonar est notre principal moyen de détecter des objets sous l'eau. Nous l'utilisons pour cartographier le fond marin et les bancs de poissons. Au final, il y a des choses intéressantes. Et j'ai présenté cela dans un article que j'ai écrit. Je suis conseiller pour la Soul Foundation, un groupe de réflexion majeur sur les pannes que nous espérons devenir le principal. Et leur tout premier livre blanc portait sur les pannes dans l'océan que j'ai écrit et qui s'appelle Beneath the Surface. Et j'ai écrit et fait des recherches sur ce sujet et j'ai vu que juste après la Deuxième Guerre mondiale, l'un des navires océanographiques de notre marine, comme ceux sur lesquels j'ai servi et que j'avais sous mon autorité, j'avais la flotte de navires océanographiques de la marine sous mon commandement quand j'étais amiral.
Juste après la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, je crois, l'USS Maury faisait des relevés. Ils utilisaient donc des faisceaux sonars pour cartographier le fond marin et mesurer les profondeurs. Et ils sont arrivés à un endroit où tout à coup, la profondeur de l'océan était très faible et cela a duré sur une très longue distance, près d'1 kilomètre. L'océan est redevenu profond et ils ont refait le trajet, constatant simplement sa profondeur retrouvée. Donc, ils ont vu un objet et ce n'était ni des poissons ni du plancton. Cela se présentait comme une réflexion de diffusion très diffuse. Alors qu'est-ce que c'était? Et cela s'est produit. J'ai d'autres exemples de sous-marins ayant rencontré des objets qui ne peuvent être expliqués par rien de conventionnel. Et s'ils ne sont pas dans l'océan, cela signifie qu'il faut envisager qu'ils voyagent depuis l'extérieur de la galaxie ou d'ailleurs en dehors de la planète. Mais ils sont si fréquents que, vous savez, l'idée pourrait être qu'ils ont évolué avant nous et qu'ils sont ici. Sinon, on parle du fait qu'ils sont capables de voyager en dehors de l'espace-temps d'une manière que nous ne pouvons vraiment pas comprendre. Eh bien, ce sont des scénarios tout à fait plausibles, et la physique telle que nous la connaissons ne nie pas le fait qu'une autre civilisation aurait pu se former, évoluer. Et puis, avant tout type de grand cataclysme géologique comme une frappe d'astéroïdes, ils ont décidé d'aller sous terre ou dans l'océan, quelque part sous le plancher océanique pour y résider. Encore une fois, nous sommes apparus tellement récemment que l'histoire géologique aurait pu effacer toute preuve d'autres civilisations qui auraient pu évoluer il y a, disons, 1 milliard d'années, par exemple. Donc, c'est une hypothèse appelée l'hypothèse silurienne, Silurienne, et un philosophe nommé Bernardo Kastrup en a parlé dans le débrief. Que nous avons déjà reçu, oui, nous avons passé un très très bon moment avec Bernardo. J'ai vu ça, j'ai vu cette émission. Oui, Donc tu l'as vu, tu as vu ça. évidemment, ton livre sort aujourd'hui, Tenir bon dans la tempête, qui est juste derrière ton épaule gauche. Dis-nous où les gens peuvent aller pour en savoir plus sur toi et sur le travail incroyable que tu fais. C'est très gentil de ta part de le dire. Tu peux en apprendre plus sur moi et mon livre sur mon site web teamgallaudet.com. Et bien sûr, le livre sera disponible dans tous les grands points de vente comme Amazon et Barnes et Noble à partir du 7 juillet. Merci de l'avoir mentionné, je t'en suis reconnaissant. J'ai l'esprit occupé, mais je pense sans cesse aux mutilations de bétail. Tu restes bloqué là-dessus. Tu sais, voilà la différence entre toi et moi. Je veux parler du voyage interdimensionnel, de savoir si, tu sais, nous avons évolué des millions d'années dans le futur. Et toi, tu veux savoir pourquoi la vache est en autant de morceaux. Eh bien, voilà le truc. Il y a évidemment beaucoup de choses phénoménales qui... L'amiral Tim, comme je l'appelle, tu sais, a mis tout ça en lumière. Mais je ne peux pas simplement survoler la question des mutilations de bétail. Je suis obsédée par ce corpus plus vaste d'informations. Ça, tu sais, je n'arrive pas à savoir si c'est de la paranoïa ou tu sais, de la crédulité. Ou je n'arrive pas à savoir si c'est comme s'il nous montrait le niveau de vigilance qu'on doit avoir pour se sentir en sécurité dans le monde. Tu ne peux pas ignorer les choses. Et bien sûr, il nous faut juste plus de données. Il nous faut plus de transparence. Il nous faut plus de données. Je crois que plus d'informations sont à notre portée. À ce stade, j'ai l'impression que parfois, quand on parle et que je te demande « Qu'est-ce que tu voulais dire ?» tu réponds « Je ne sais pas ». Je dis « Passons le moment où tu dis « Ne pas savoir » car je sais que tu sais. Et ce que je veux faire avec ça, je veux passer cette partie. Mais là, je saute des étapes. Je veux passer la partie où le gouvernement dit « Je ne sais pas ». Qu'est-ce que cela signifie vraiment de croire et de savoir que nous ne sommes pas les prédateurs suprêmes? Que nous ne sommes pas aussi intelligents, que nous ne sommes pas aussi capables, que potentiellement il existe une autre intelligence qui est déjà ici, et il peut contourner nos armes, il peut apparaître n'importe où, à n'importe quel moment. Si vous admettez qu'il existe une intelligence capable de faire les choses dont nous avons déjà des indices, cela soulève la question. Pourquoi n'avons-nous pas été détruits? À quel point sommes-nous intéressants pour ce jardinier interstellaire?
Quelles sont les motivations de ce jardinier? Il existe des exemples d'interactions avec des entités où des personnes sont guéries de façon magique, puis on a l'impression qu'il y a peut-être un aspect négatif. Comment savoir lequel est lequel? Quoi? Peut-être qu'il y en a plusieurs. Pourquoi cela signifierait-il qu'il existe tant de versions différentes de l'humanité? Pourquoi n'y aurait-il pas plusieurs ramifications de l'intelligence présente ici? Eh bien, et quelle que soit cette intelligence, elle ne suit pas nos petites règles humaines du genre «c'est dommage que je n'ai pas obtenu ce poste». Tu vois, on est au-delà de ça. En intervenant dans les candidatures à un emploi? Eh bien, mais l'idée, c'est quelle voie cela ouvre dans ta vie? Qu'est-ce que tu commences à te demander si tu ouvres la porte à ça? C'est ça le problème. Et Disclosure Day traite très bien ce sujet. Nous avons enregistré. Je ne l'ai pas encore vu. Je ne gâche pas la surprise, mais on a enregistré cet épisode juste après. J'ai vu Disclosure Day. Oui, si tu es ouverte à ça, quelle est la suite? Quelle est la suite? Demande à l'Amiral Team. Tu es ouverte à la vision à distance. Tu es ouverte aux discussions sur ce qui se cache sous la surface de l'océan. Comme si tu étais un peu ouverte à tout, ce qui veut dire que tu seras prête à reconsidérer des personnes qu'on aurait autrement prises pour des folles. Je pense au cas de ce monsieur Avec l'implant. avec l'implant. Et il n'arrêtait pas de dire à tout le monde que le gouvernement avait mis quelque chose dans son cerveau. Ils m'ont pris, ils ont fait des recherches sur moi. Ils m'ont endormi et ils m'ont dit qu'ils implantaient ce truc dans ma tête. Il avait raison. Le gouvernement lui a vraiment fait ça. Il n'était pas fou. Alors, combien de personnes avons-nous rencontrées en face à face, toi et moi, qui disent les extraterrestres sont là? Certaines personnes parmi nous sont des extraterrestres, mais je ne sais pas qui. Plus de personnes que Jonathan et moi aimerions l'admettre nous ont dit ça. Il y a une limite ténue à partir de laquelle je suis prêt à accepter ces témoignages de première main. Mais quand quelqu'un dit «Je vois les hommes lézards à cause de la façon dont leurs yeux bougent», là je me dis que c'est un peu exagéré. Donc, c'est la question. À partir de quand ça va trop loin? Et chacun aura une réponse différente parce que nous sommes tous sur ce spectre. Je cherche l'endroit où la ligne disparaît parce qu'on sait tous la même chose. Ouais, personne ne sait jamais exactement la même chose. La plupart des gens sont d'accord pour dire que la Terre est ronde. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord. La plupart s'accordent à dire qu'il existe d'autres planètes. Oui, Et disons que ça s'arrête là. Non, mais comme quand Pluton n'était plus une planète. une petite boule de glace sale. Quand Pluton est devenu une simple boule de glace sale, la plupart ont accepté, car des scientifiques l'ont dit. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. La plupart des gens n'aiment tout simplement pas le changement. On va beaucoup plaisanter là-dessus. Pluton n'est plus une planète. C'est ce que je cherche ici. Je ne sais pas si on va avoir ça, tu vois. Si les choses continuent comme ça, quelque chose va changer. Peut-être pas de notre vivant, mais j'espère que, quelle que soit la place qu'on aura dans l'au-delà, on sera au premier rang pour assister à ça. Eh bien, tous les matérialistes qui sont toujours aussi rabat-joie, Oh, les matérialistes ne sont pas drôles quand on parle de ce genre de choses. Ce sont des conversations. la moindre lumière que les gens voient, c'est un drone. Et je me dis, ces drones, tu sais à quel point les drones sont bruyants, on voit la propulsion. Il n'existe aucun drone qui fonctionne totalement en silence. Ils brillent comme des orbes. Ils n'ont aucun mécanisme de propulsion comme ça. Es-tu allé sur le site du gouvernement qui montre les vidéos qu'ils ont compilées et publiées? Certaines, je ne les ai pas vues. Oui, ce sont littéralement des vidéos, aussi claires que le jour, de gens avec leur iPhone dans leur jardin qui se demandent « Mais qu'est-ce qui vole vraiment au-dessus de mon jardin ?» Ces choses bougent ensemble et ne sont pas normales. Ce n'est ni de l'IA, ni du blablabla. Eh bien, ça arrive. Ça se passe à une époque où l'IA permet aux gens de tout rejeter d'un revers de main. Mais il y a des sphères dans les jardins des gens dont le gouvernement est au courant. Et j'ai l'impression que quelqu'un devrait enquêter là-dessus. Certains prétendent que la Seconde Guerre mondiale n'a jamais eu lieu. Donc, le niveau de déconnexion que les gens sont prêts à avoir par rapport à des choses qui se sont passées et qui sont documentées, Je pense que la Seconde Guerre mondiale a eu lieu. je suis assez sûr. Je sais maintenant. Mon grand-père était très perturbé, il y est allé. Ça a pris une tournure sombre. Parlons des 3 hypothèses concernant la présence d'une intelligence extraterrestre, d'une intelligence non humaine. Il existe 3 hypothèses principales qui circulent parmi les chercheurs sérieux. Il en a parlé dans le podcast de Sean Ryan. Donc, il en a parlé brièvement, la notion du docteur Bernardo Kastrup, selon laquelle une civilisation avancée aurait pu évoluer il y a des centaines de millions, voire plus d'1 milliard d'années.
Et il n'y avait aucune preuve fossile à cette époque. Et à un moment donné, ils ont décidé, je crois qu'il a dit, de vivre sous terre. Genre, on va s'en aller. Nous allons devenir indétectables. Et ce sera notre histoire. C'est la première hypothèse. La deuxième, il n'y a pas de données de première main. C'est une idée mathématique selon laquelle il existe un espace entre cette dimension et d'autres dimensions auxquelles nous semblons pouvoir accéder. Cela pourrait être une base mathématique issue de la théorie des cordes. C'est l'hypothèse d'une origine interdimensionnelle. En ce qui concerne l'extraterrestre, cela signifie donc en dehors de notre territoire terrestre. C'est l'hypothèse standard, comme le souligne Valérie. Bien que les lois actuelles de la physique rendent le voyage interstellaire impossible, d'autres lois inconnues pourraient exister. Et vous savez, par exemple, il y a 100 ans, nous n'aurions pas pu imaginer, enfin c'est un peu plus de 100 ans, la mécanique quantique, la relativité, toutes ces choses-là. Mais il y a cette idée que nous ne comprenons pas tout à fait, selon laquelle il pourrait exister une physique permettant à des créatures de voyager depuis d'autres endroits et non d'autres dimensions. Comprenez-vous la distinction qu'ils font? Oui, mais quels seraient ces endroits? Donc, une autre dimension, c'est comme une autre. Tu te souviens quand Laura Anderson nous a montré ces trucs d'autres dimensions? Il y a une dimension que tu ne comprends même pas, qui existe, enfin, je veux dire, je vais l'imaginer comme dans un film de science-fiction. C'est comme un pli dans ma poche où il y a de la peluche que je n'ai jamais vue auparavant. Oui, à peu près. Ou alors, une anomalie s'ouvre et soudain, il y a une autre dimension, comme dans Land of the Lost. Il y a 20 $ dedans, tu te dis waouh. Ou c'est un autre univers. J'aimerais ouvrir cette dimension dès que j'ai faim. Et puis, extraterrestre, la façon dont je le comprends, c'est un peu comme s'ils étaient sur une autre planète, tellement loin qu'on ne peut pas la voir, mais qu'ils peuvent venir ici. Mais ils font juste le saut jusqu'ici. Oui, enfin, je ne sais pas, mais il n'y a pas, on ne sait pas. Il y a un chevauchement entre ces deux choses où la dimension supplémentaire est nécessaire pour qu'ils puissent voyager assez vite depuis l'extérieur de la planète. Voyager depuis la planète prendrait trop de temps. Selon nous, ils doivent passer par un trou pour le faire. Oui, la raison pour laquelle j'adore ta façon de penser, c'est qu'on nous a donné 3 hypothèses, mais tu cherches à en combiner 2. Il n'y en a que 2? Non, vraiment pas. Il y en a 3. Je vais faire confiance à Valérie, elle en sait plus que nous à ce sujet. Non, c'est juste 2,5. Nous allons faire un sondage. Je pense que les gens suivent. Je pense que la dernière chose à aborder, et si vous voulez en savoir plus sur cette façon de penser, vous devez écouter l'épisode de Diana Pasolka qui est, vous savez, réfléchir à la mémoire institutionnelle sur Terre. Vous avez une mémoire institutionnelle au sein du gouvernement qui ne fait en réalité pas partie du Congrès. Il existe ces petits groupes de longue date au sein du gouvernement qui sont presque hors de toute surveillance parce qu'ils sont apparus et, vous savez, ils veulent les garder dans l'ombre. Tu utilises beaucoup de mots compliqués pour dire qu'il y a des trucs dans le gouvernement dont personne n'est au courant. Personne n'est au courant. Dis-moi ce que tu veux. Tu refuses la surveillance du Congrès? Donc, tu le caches un peu avec un prestataire privé et ce prestataire continue simplement à recevoir de l'argent, puis ils peuvent faire tourner ce genre de programme parallèle. De la même manière, les institutions religieuses du monde entier ont conservé des récits d'expériences directes vécues par des gens sans pouvoir les comprendre et elles ont recueilli une énorme quantité d'informations sur ce qui pourrait se passer. Et ce que je trouve intéressant dans le travail de Diana, c'est d'examiner le Vatican, d'examiner d'autres textes religieux comme des indices de schémas récurrents à travers toute l'histoire humaine. Cela décrit des interactions avec ce qui était alors inconnu et qui devient maintenant connu. Et où se trouvent les recoupements et les similitudes? Devine quoi? Toute la religion, ce ne sont que des extraterrestres. Enfin, c'est un peu ce à quoi on ouvre la porte. Ou d'autres expériences de conscience. À l'époque, on ne comprenait pas les éléments de base du monde matériel que nous comprenons bien mieux aujourd'hui. Donc, il faut prendre tout ça avec un certain recul. C'est là, je pense, qu'Amiral Team ouvre la possibilité qu'il pourrait y avoir des personnes dont les fréquences sont réglées de façon plus sélective pour recevoir ce genre d'informations. Donc, ce qui ne ressemble pas à des données pour vous peut en ressembler pour eux. C'est quelque chose dont Disclosure Day parle et fait la démonstration. Vous savez, et si quelque chose qui ressemble à du charabia pour quelqu'un d'autre avait un sens parfaitement clair? Et si vous avez déjà connu quelqu'un qui est guérisseur énergétique ou quelqu'un qui, dans certains cas, navigue entre ce qui est réel et ce qui est perçu, vous savez que c'est juste que leur fréquence est réglée différemment. Pour moi, c'est encore plus intéressant que les extraterrestres. Vous voyez?
Aussi, juste l'idée que quelque chose puisse être tellement bouleversant pour notre vision du monde que même le président des États-Unis dirait: «Oui, vous n'avez pas besoin que je sois au courant de ça». C'est vraiment incroyable. Et encore une fois, tout le monde se dit: «Ce serait tellement génial de voir un extraterrestre». Non, je pense que ça te donnerait plutôt envie de t'allonger et de ne pas te réveiller pendant un moment. Je veux entendre les théories des gens sur les extraterrestres adolescents. Qu'est-ce qui cause vraiment ces crashs? Comme le fait qu'on utilise le mot crash, genre quoi, et je n'arrivais pas, je voulais qu'il l'explique. Je ne dis pas que cela prouve que ça n'existe pas, mais il nous faut une explication pour comprendre pourquoi quelque chose d'aussi sophistiqué, présent ici depuis des milliards d'années, aurait un petit bobo. Peut-être qu'ils mettent à jour leur technologie. Ils ont de nouvelles soucoupes. Les soucoupes ne sont pas... Soucoupe. Les soucoupes ne datent pas seulement de millions d'années. Tu sais, ils sortent de nouveaux modèles. Les nouveaux modèles font l'objet de rappels. Et ce modèle te fait écraser et tu ne peux rien y faire. Et des gens au Nouveau-Mexique te trouvent, puis ils font 1 million d'émissions télé là-dessus. Ce n'est pas parce que tu es si sage et que tu as 1 million d'années que tu ne fais pas aussi des erreurs. D'où les crashs. Tu penses aussi qu'un extraterrestre vit pour toujours? Tu crois qu'il y a une espérance de vie pour un extraterrestre? C'est aussi quelque chose que Disclosure Day a soulevé. Tu sais, tu atteins 6 millions d'années et tu n'as plus envie de continuer. On ne peut envisager qu'une réalité fondée sur le carbone, où les cellules vivent puis meurent. Et c'est aussi pour ça que je pense que la théorie des gris n'est peut-être pas vraiment celle à laquelle j'adhère, parce que, et je ne les ai pas vus moi-même, évidemment, si je les voyais moi-même, je ressentirais les choses différemment. Mais l'idée que quoi que ce soit qui ait existé, même pendant quelques centaines d'années, aurait à peu près la même apparence, je ne sais pas. Ils auraient des jambes, marcheraient et auraient des yeux. Je veux dire, si j'étais un extraterrestre, j'aurais envie de pouvoir voler. C'est ce que je veux dire. Je n'ai pas vraiment... Enfin, un peu. Et tu vieillis, c'est la partie où je me pose la question. A-t-on trouvé comment régénérer le cartilage? Je doute qu'un extraterrestre se fasse remplacer le genou. Tu penses qu'ils peuvent être déprimés? S'ils peuvent s'écraser, ils peuvent aussi être déprimés. Peut-être que seuls les extraterrestres déprimés s'écrasent. C'est triste. En fait, je pense qu'au moment où les gens entendront ça, la plupart auront vu Disclosure Day. Euh, Oui, une des grandes questions que soulève Disclosure Day, c'est ce qui se passerait si nous en rencontrions. Comment traiterions-nous des êtres intelligents non humains? Ça dépend s'ils sont gentils ou pas vraiment gentils. S'ils essaient de détruire nos vaches, alors nous risquons de ne pas être très contents. Je demande pour une amie. Les codes de morale et d'éthique que nous connaissons dans ce pays sont-ils suffisants pour décider comment traiter des choses que nous ne comprenons pas? Eh bien, tout d'abord, ils ne sont probablement pas vulnérables à nos armes. Donc, c'est comme si tu ne peux pas te défendre, tu es un peu obligé de te demander comment aimeriez-vous nous traiter? Encore une fois, historiquement, comment agit notre gouvernement? Pas très bien. Avec les personnes que nous rendons impuissantes? Eh bien, ils pourraient finalement avoir beaucoup plus de pouvoir que nous s'ils ne sont pas soumis à la réalité physique à laquelle nous, vous savez, sommes soumis. Oui, c'est quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé avant d'explorer cela. Certains craignent que nous soyons méchants avec les extraterrestres, d'autres que ce soit eux avec nous. Oh, je sais. J'ai l'impression que tu as encore beaucoup de choses à dire. Je n'en dirai pas plus. Retrouvez plus d'opinions tranchées de Mahim Bialix sur Substack, Mahim Bialix Breakdown sur Substack. Et de notre breakdown au craquage que nous espérons que vous ne ferez jamais. On se retrouve la prochaine fois.